Bonsoir, c'est parti pour la foire de l'indépendance dans le centre-est. Plusieurs commerçants ont répondu à l'appel du comité d'organisation des festivités du 11 décembre. Le président de l'Assemblée nationale, présent pour l'ouverture, plaide pour une amélioration des emballages de nos produits locaux. Plus d'informations dès l'ouverture de ce journal. Tous réintégrés, décision du Congrès pour la démocratie et le progrès à l'endroit des militants exclus ou suspendus. Par ce geste issu du Congrès extraordinaire tenu ce jour, le parti dit se conformer à la décision du président d'honneur. 5 jours de participation est suffisamment d'acquis pour faire un point provisoire de sa participation à la COP25. Le Burkina enregistre plusieurs partenariats et des promesses de financement. Nous retrouverons dans un instant nos envoyés spéciaux. Ce sont là les titres de ce 20h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Cap sur le centre-est pour les échos des préparatifs de la fête nationale. À quelques jours de l'événement, la foire de l'indépendance a ouvert ses portes. Elle se veut une vitrine de nos produits locaux et c'est le président de l'Assemblée nationale qui a présidé la cérémonie officielle avec un cri de cœur pour l'amélioration des emballages. Sur place à Tenkodogo, nous retrouvons Koussoum Koulibaly et Tanga Kafando. Ainsi s'ouvre la foire de l'indépendance ici à Tenkodogo, une foire qui met en lumière les potentialités économiques de Burkina Faso à chaque festivité du 11 décembre. Et dans les stands visités par le président de l'Assemblée nationale, toutes les filières sont représentées. Des produits de l'agriculture à l'artisanat en passant par l'élevage et les services, le président de l'Assemblée nationale a pu apprécier le fruit de l'ingéniosité des exposants. Nous sommes venus à regarder. Ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est naturellement les produits locaux, la transformation des produits locaux. Et c'est par ces visites-là aussi qu'on peut encourager les acteurs, les femmes qui s'adonnent à la transformation de nos produits locaux. Vous savez, de par ces produits, non seulement c'est naturel, mais nous pouvons aussi, par ces produits locaux, si c'est bien fait, on peut les exporter et puis tenter un temps soit peu de changer un peu en ce qui concerne la balance commerciale. Mais le problème au niveau du Burkina, c'est souvent l'emballage. Ça, c'est un peu partout. On n'arrive pas à finir les produits tels qu'on le veut ou tel que ça doit être. Sinon, en termes de qualité du produit même, le contenu, il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est souvent le contenu. C'est ça le problème. Et donc, c'est inviter les Burkinabés à revoir cet aspect des choses-là. Vous savez, quand c'est bien présenté, les gens aiment bien. Et nous, on a un avantage. Le contenu est bien. Donc, il suffit de faire des petits efforts pour travailler le contenant et puis les choses vont aller de l'avant. Pour les exposants, le passage du président de l'Assemblée nationale et des membres de l'exécutif vient comme une invite à persévérer pour être plus compétitif. En tout cas, ça nous encourage, ça nous motive. Comme ça, on sait que les gens aussi cautionnent tout ce que nous faisons. Donc ça nous donne la force de mieux faire plus qu'avant. Les participants ont donc tout le temps des festivités pour se faire des contacts et de bonnes affaires. Dans le dossier de ce jour et toujours dans le centre-est, en prélude à la commémoration du 11 décembre, Issa Kafando et Maïmouna Traoré nous emmènent aujourd'hui à la découverte du marché de Lulgou. C'est un marché qui ne vit que la nuit avec l'arrivée des premiers marchands aux alentours de 16h ou 17h. Et c'est à 21h voire 22h que le marché ferme ses portes. Immersion dans un univers assez particulier. Lulgou sur l'axe Kupela-Tenkodogo. Le soleil se couche sur le village. Et c'est maintenant que certains arrivent pour faire le marché. Dans ce village, le marché a lieu tous les 3 jours. Mais contrairement à certaines localités, il se déroule la nuit. 19h, le marché bat son plein. Souvent, les derniers commerçants et clients ne quittent les lieux qu'à 21h, voire au-delà. Le marché de Lulgou est un petit marché à cheval entre 2 grands marchés, Puitenga et Tenkodogo. C'est dans ces marchés-là que nos grands-parents achetaient les marchandises. Arrivé à Lulgou, il fait déjà nuit et il commence à vendre. C'est pourquoi le marché se tient la nuit. C'est ainsi depuis que le marché existe. Autrefois, chacun éclairait son étal avec les moyens du bord.
des lampes tempêtes. Aujourd'hui, avec le développement de la technologie, le marché est mieux éclairé. Tout se passe bien, hormis quelques couacs qui sont toujours résolus à l'amiable grâce à l'intervention du chef du village. On n'a jamais enregistré de grosses difficultés. Seulement quelques mésententes entre les jeunes, des rapts de femmes. Mais les chefs arrivent toujours à ramener l'ordre. Selon des témoignages, il y a eu plusieurs tentatives de faire tenir le marché dans la journée, mais enfin, le contexte a évolué. Et nombreux sont ceux qui souhaitent que le marché se tienne désormais dans la journée. Comme le marché ne dure pas, on n'arrive pas à écouler toutes nos marchandises. La nuit, si quelqu'un vole un objet, comment tu peux le savoir? Mais si c'était dans la journée, le problème ne se poserait pas. La nuit, c'est pas facile. Il y a des reptiles, des scorpions et même des personnes mal intentionnées. Tout ça, c'est dangereux. En attendant, le marché de Lilgou bat son plein. Dans quelques instants, il sera 21h et ces commerçants ne sont pas prêts de ranger leurs étals. Ils attendent toujours leurs clients. Suspendu ou exclu lors du congrès extraordinaire du 22 septembre dernier, c'est aussi par un autre congrès extraordinaire qu'il se voit réintégré. Nous sommes dans le registre politique et ce samedi 7 décembre, le CDP a levé toutes les sanctions contre ces 27 militants. La décision se veut un attachement au souhait de son président fondateur. Le parti prône également l'union pour une victoire aux élections de 2020. Moussa Ouedraogo et Zalissa Sanfou. À l'unanimité, ce congrès extraordinaire du CDP, le congrès pour la démocratie et le progrès, lève les sanctions prises à l'encontre de 27 des leurs. Suspendus ou exclus, ces derniers sont désormais invités à rejoindre les structures et organes dont ils appartenaient. Ce congrès de rappel à revenir à la maison a été souhaité et voulu par le président d'honneur du parti, Blaise Compaoré. Nous avons perçu dans ces recommandations relatives à la levée des sanctions du 22 septembre 2019 une vision juste qui nous interpellait sur notre responsabilité de travailler encore et davantage pour l'unité et la cohésion du CDP. Les débats des pour et des contre ont duré plus de 5 heures. Certains estimant que le préalable du retrait de la plainte n'a pas été respecté par certains militants sanctionnés qui ont opté pour une simple suspension. Qu'à cela ne tienne, le président du parti les invite désormais à privilégier le dialogue interne. J'appelle au sens de responsabilité des uns et des autres pour qu'après le sursaut que nous venons de faire, nous fassions en sorte également que nous allions à la réconciliation. Nous puissions dorénavant nous parler et rechercher à résoudre nos différends au sein des instances de notre parti. Estimant que les guéguerres au sein du parti sont dues au fait que le CDP n'a pas encore désigné de candidat pour les élections de 2020, le parti se donne au plus tard le 31 janvier pour désigner son candidat, toujours en accord avec le président fondateur du parti. Dans l'univers politique, il y a aussi du nouveau. L'alliance arc-en-ciel de la majorité présidentielle a été présentée à la presse ce jour. Elle regroupe 20 partis politiques, tous membres, comme vous vous en doutez, de l'alliance de la majorité présidentielle, avec pour objectif un soutien aux partis majoritaires pour les prochaines élections. Nongba Kouda et Caroline Ouaré pour la présentation. C'est l'heure du bilan pour les projets et programmes en cours d'exécution ou déjà clôturés entre 2017 et 2018. 29 projets et programmes de plusieurs ministères, dont les ministères de la Communication, de l'Habitat et des Infrastructures, ont été passés au peigne fin. Et il ressort qu'il y a des projets et programmes qui sont au vert et d'autres sont au rouge. Sur les 29, nous avons 7 qui sont au vert. Cela veut dire qu'effectivement, le risque est moindre. Sinon il n'y a pas de risque. Et nous avons 16 à l'orange,
pour dire qu'effectivement, il y a quand même un risque minime à considérer. Et puis le reste, nous sommes, en tout cas le reste, c'est en rouge. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des efforts à faire pour qu'effectivement on puisse atteindre à l'orange et au vert. Trouver des solutions au goulot d'étranglement pour la mise en œuvre efficiente des projets et programmes, c'est la raison de la tenue de cette assemblée sectorielle. Il est attendu des participants des recommandations et suggestions à même de permettre une amélioration significative du taux d'exécution des projets et programmes. Nous étions plutôt avec 3 départements ministériels qui évaluaient les projets et programmes de l'année 2019. Le compte rendu était signé Oumara Zombré. Nous repartons avec Nongba Kouda et Caroline Ouare pour la présentation de l'Alliance Arc-en-Ciel de la majorité présidentielle. Elle a été présentée ce jour à la presse et elle regroupe 20 partis politiques, tous membres de la majorité présidentielle. L'Alliance Arc-en-Ciel de la majorité présidentielle, au sigle ACMP, vient de voir le jour. Il y a 4 mois environ, les responsables des partis politiques membres de l'Alliance de la majorité présidentielle se sont réunis au sein de cette autre alliance. À l'orée des grands rendez-vous électoraux de 2020 et 2021, il s'agit pour ce regroupement de 20 partis politiques de s'unir pour soutenir la candidature du parti au pouvoir. Les partis membres sont exclusivement des partis de l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle APMP, dont le coordinateur est ici présent avec nous. Tous ces partis ont adhéré volontairement à cette alliance en vue de contribuer efficacement à la mise en œuvre du programme présidentiel du chef de l'État. Sur les questions d'actualité au plan national et international, la CMP donne sa position, aussi bien sur le cas de la lutte contre le terrorisme au Burkina, les rapports diplomatiques avec la France, ou encore le sujet sur le franc CFA. L'Alliance Arc-en-Ciel soutient la position qui est celle du président du Faso. Nous disons aux ennemis du peuple burkinabé, où qu'ils soient, que nous resterons toujours mobilisés autour du premier magistrat que nous avons élu démocratiquement. La CMP félicite la FDS, les initiatives locales de sécurité et encourage l'État à réviser l'ensemble du système sécuritaire national et à l'adapter à la situation actuelle. L'Alliance Arc-en-Ciel de la majorité présidentielle poursuit ses objectifs qui ne s'opposent pas à ceux de l'Alliance de la majorité présidentielle, soulignent les responsables de la nouvelle création. Selon les responsables de cette nouvelle structure, le contact reste maintenu avec leur organisation de départ. Une aide aux forces de défense et de sécurité n'est pas de trop dans le contexte actuel. Et pour faciliter leur mobilité sur le terrain dans la région de l'Est, les forces vives apportent un renfort de 30 engins roulants. Les donateurs disent répondre à l'appel du gouverneur de la région. Constat avec Désiré Ilboudo et Ibrahim Hassan. On vous remet 30 motos et faites-en bon usage. Les forces vives de la région de l'Est offre 30 motos de terrain aux forces de défense et de sécurité. C'est donc fait suite à l'appel du gouverneur au fils de la région à faire preuve de solidarité face à l'insécurité qui sévit dans cette localité. Et c'est un gouverneur visiblement ému qui reçoit aujourd'hui les clés au nom des FDS. C'est un engagement fort et qui nous réconforte, qui nous dit que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte contre l'insécurité et qui nous dit encore que vraiment le peuple tout entier est engagé derrière nous et que à nous aussi de savoir mériter la confiance du peuple. Ces fils et filles de la région se disent désormais prêts à s'investir pour un retour de la sécurité dans la région. L'armée seule ne peut pas venir à bout de tout ce qu'on voit comme insécurité au niveau de notre région et partant au niveau du Burkina Faso. Les bandits se déplacent à moto. Et nous pensons que si eux aussi ils ont des motos, ils peuvent les traquer partout où ils sont. Ils mènent aussi des actions pour venir en aide aux déplacés internes de la ville de Fada. Ils lancent ainsi un appel à toute bonne volonté à se joindre à ces actions salvatrices pour le bien-être de la région de l'Est.
Cette situation d'insécurité, justement, cause un nombre élevé de déplacés. Des déplacés à qui il faut venir en aide au plan alimentaire et nutritionnel en leur permettant dans l'idéal de reconstituer leurs biens perdus. Et ce 6 décembre, la FAO, avec l'appui de la Belgique, lance un projet de réponse d'urgence que nous présentent Souleymane Sawadogo et Jacques Lamissa Tarpaga. Le Royaume de Belgique et la FAO apportent aux déplacés soutien et réconfort. À Bousouma, dans le centre-nord, l'ambassadeur belge au Burkina Faso exprime la sensibilité de son pays à ces derniers face à la situation difficile à laquelle ils sont confrontés. Un projet mis en œuvre par la FAO est lancé pour résoudre la crise alimentaire des déplacés, mais aussi des populations hautes. Les intrants pour la production agricole, pour la santé des animaux, en termes de services médico-vétérinaires. Il y aura des cash transferts pour permettre le développement des activités génératives de revenus. La commune de Bousouma compte plus de 4000 déplacés, dont des réfugiés maliens. Cette situation suscite la réaction du Royaume de Belgique qui finance le projet à hauteur de 290 millions de francs CFA. La Belgique a pensé que c'était utile aussi de préserver une partie de sa contribution à ce fonds. Ce fonds s'appelle le SFERA pour le Burkina, où on sait que le pays traverse une crise humanitaire, sécuritaire très importante. Pour le Burkina Faso, ce geste du Royaume de Belgique est un accompagnement important qui permet au gouvernement de faire face aux défis de sécurité alimentaire et nutritionnelle aggravés par la crise sécuritaire. Ce programme s'étend sur 12 mois et concerne près de 4500 ménages. Ils sont en discussion pour 3 jours et ils parlent de la parasitologie. Des participants venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la France, mais aussi du Burkina sont en conclave à Ouagadougou à la faveur des 8e journées de parasitologie. Il est question des opportunités d'élimination des maladies parasitaires. Drissa Traoré et Siriki Milogo. Parasitologues, ils sont réunis ici à Bobo-Dioulasso en congrès. Et c'est à la faveur des 8e journées burkinabè de la parasitologie. Il est question de trouver des stratégies clés à travers une approche concertée des acteurs de la santé animale et humaine pour venir à bout d'une partie des maladies tropicales négligées. Qu'il y ait des spécialistes de ce domaine-là qui se retrouvent autour d'activités de réflexion avec des thématiques bien fouillées. Ça ne peut être qu'une bonne chose, aussi bien pour le ministère que pour le Burkina tout entier. Une bonne lutte contre ces maladies nécessite une concertation entre les acteurs de la santé humaine, les médecins et autres, les acteurs de la santé animale, les vétérinaires et l'environnement. À travers ces journées, la Société burkinabè de parasitologie, initiatrice de ces journées, entend contribuer ainsi à mettre la science à la disposition des populations. Et cela par le concours des nouvelles technologies. Qu'est-ce qui se passe en termes d'innovation technologique dans la recherche? Et enfin, sur le plan conceptuel, à quoi ces innovations pouvaient nous aider à asseoir et à régler certains problèmes de recherche que nous connaissons. Au dit des organisateurs, la tenue de la présente édition marque la relance des activités de la Société burkinabè de parasitologie après 10 années d'interruption. L'univers bancaire s'agrandit. Wayne County Bank International élargit son offre de services avec une nouvelle agence dans l'arrondissement 2 de la ville de Ouagadougou. L'objectif majeur est de se rapprocher des commerçants du marché appelé Dissiar. Nous voyons cela avec Daouda Ouedraogo et Beleman Nestor Toui. Wayne County Bank International se rapproche davantage de sa clientèle. À travers l'inauguration de son agence de Dissiar, la banque vient combler un besoin des commerçants et les petites et moyennes entreprises de l'arrondissement 2 de Ouagadougou. C'est nous qui avons demandé le vieux qui n'a qu'à venir ici installer. Nous allons travailler avec le Wayne County Bank International. Voilà, c'est notre doléance de ça. C'était un objectif que le conseil d'administration et le président s'étaient assignés depuis l'ouverture de la banque, qu'on puisse rapprocher la banque le plus près possible de ceux qui ont besoin. Et comme nous avons dans notre cible les petites et moyennes entreprises et les commerçants, il était normal qu'on puisse amener la banque vers là où sont ces commerçants.
Sincérité et loyauté sont les vertus qui doivent guider la banque dans la satisfaction de sa clientèle. Wenkuni Bank International a été créée en mai 2018 et compte à ce jour 4 agences, dont 3 à Ouagadougou et 1 à Bobo-Dioulasso. Le fondateur n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Coris Group, pour sa part, poursuit sa politique d'innovation avec le lancement de nouveaux produits. Coris Mésofinance se veut une réponse au financement des petites et moyennes entreprises et un moyen de transfert d'argent. La cérémonie de lancement avec Lassina Ouattara et Momoni Soubeiga. Coris Mésofinance est un nouveau produit du groupe Coris. C'est une nouvelle institution financière destinée au financement des petites et moyennes entreprises burkinabè. Elle veut donner plus de chance aux jeunes et aux femmes d'entreprendre en leur octroyant des crédits et autres services nécessaires aux investissements. Il n'y a que 10% des financements bancaires qui vont à l'égard des PME, alors que dans les pays de l'OCDE, ce taux est très élevé pour permettre aux PME de relever leur part contributive à la formation du PIB. Donc, il faut les financer. Les représentants des associations de commerçantes du grand marché de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso et le ministre en charge de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes représentant le ministre de l'économie, des finances et du développement saluent cette initiative du groupe Coris. Certes, les banques sont là, mais les conditions des banques classiques ne permettent pas à nos petits commerçants, à nos petites commerçantes de pouvoir donc s'épanouir. Et il a pensé donc à cette masse-là, qui est donc la plus nombreuse. Société anonyme au capital d'1 milliard de francs CFA, Coris Mésofinance est pour l'instant présente dans la seule ville de Ouagadougou. Les années à venir, cette institution qui se veut une solution des petites et moyennes entreprises compte s'installer dans les autres grandes villes du pays, en commençant par Bobo-Dioulasso. C'est tout nouveau dans l'univers des événements au Burkina. Les 72 heures de l'immobilier ont vécu dans leur première édition. Elles ont été rythmées par des expositions de meubles et de savoir-faire des promoteurs immobiliers. La rencontre s'est refermée par une soirée de récompense aux meilleurs promoteurs. Les détails avec Oumar Sombri. Un dîner gala pour célébrer les promoteurs immobiliers du Burkina Faso. Apothéose des 72 heures de l'immobilier ou IMO 72, ce dîner a vu le sacre de plusieurs promoteurs immobiliers. Ils ont reçu des attestations et des trophées, gages de leur professionnalisme dans le secteur. Le palmarès a démontré ce soir, il y a des professionnels, donc je crois que moi, le message que j'ai à lancer, c'est que le public fasse systématiquement appel aux professionnels pour l'acquisition d'un bien immobilier. Voilà, c'est pour ça aussi que nous distinguons, pour montrer ceux qui font réellement de la qualité dans leurs prestations. Les participants à ce dîner gala saluent l'initiative du promoteur des 72 heures de l'immobilier. Pour eux, cette initiative est une vitrine d'expression. Je tenais à féliciter donc le promoteur, M. Sidibé, d'avoir pensé à cette superbe idée de IMO 72 pour récompenser, donc pour d'abord faire connaître un peu l'immobilier au Burkina Faso et par la suite donc récompenser les différents promoteurs immobiliers. Cette édition qui s'est tenue du 3 au 5 décembre dernier est une première du genre. L'initiateur compte bien rebelloter avec une deuxième édition les années à venir. Des échos de la participation du Burkina Faso à la COP 25, c'est un bilan à mi-parcours qui est dressé par les délégués nationaux. La participation se veut satisfaisante avec des promesses de financement et des conventions de partenariat pour accroître la résilience des populations. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Jean Zongo et Monira Kiri. Entre négociations, partage d'expériences et signature de conventions de partenariat, les délégués burkinabés à la COP25 ne ratent aucune occasion pour tirer profit de ce rendez-vous mondial sur le climat. 5 jours après l'ouverture des travaux, l'heure est au bilan au stand Burkina. On se projette déjà à la COP26 qui va se tenir l'année prochaine. Et on s'est sûr qu'il y a des questions
qui ne seront pas résolus cette année. C'est ça aussi les négociations, c'est pouvoir avancer pas à pas parce que les négociations au niveau international, chacun vient avec ses intérêts. On essaie de voir comment concilier tout ça. Il faut dire aussi que cette COP, c'est une occasion pour nous d'avoir des relations en bilatéral. Et à ce niveau aussi, nous avons déjà engrangé pas mal de résultats et nous avons encore une semaine pour continuer ces rencontres bilatérales et certainement que nous allons faire davantage de résultats. De lendemain meilleur s'annonce aussi pour le groupe des pays les moins avancés auquel fait partie le Burkina. Certains goulots d'étranglement sur l'accord de Paris sont en phase de trouver solution. Au niveau du protocole de Kyoto et de l'accord de Paris, il y a des articles et des dispositions qui accordent des situations particulières favorables aux pays les moins avancés. Maintenant, du côté des autres pays qui sont vraiment des pays émergents, des pays de l'Europe de l'Est, qui réclament également les mêmes conditions que les pays d'Afrique, c'est là où généralement il y a des points d'achoppement. Parce que les pays européens, les pays américains ne sont pas prêts à mobiliser des ressources pour aider ceux-là, par exemple, qui produisent du pétrole. La question des finances est donc au cœur des négociations à cette COP25. Les négociateurs burkinabés sont sur le pied d'œuvre pour engranger le maximum de ressources au profit des populations burkinabées. Un programme d'alphabétisation-formation pour jeunes et adultes. Il est lancé à la faveur de la commémoration de la Journée internationale de l'alphabétisation ce 6 décembre à Ouagadougou. À l'occasion, acteurs du système et partenaires s'engagent à faire de l'alphabétisation un facteur de promotion des langues nationales. Roger Kam et Estelle Judith Asokwa. Célébré le 8 septembre de chaque année, le Burkina Faso commémore ce 6 décembre la Journée internationale de l'alphabétisation, une journée qui marque l'engagement de la communauté internationale pour la cause de l'alphabétisation. Pour la présente édition, le thème retenu est l'alphabétisation et multilinguisme. Un thème qui est en lien avec l'année 2019, considérée comme l'année internationale des langues autochtones. C'est un défi, effectivement, de promouvoir l'éducation non formelle si nous voulons que tous les enfants, tous les adolescents, tous les jeunes et tous les adultes aient droit à une éducation inclusive de qualité. Selon les statistiques de 2014, le taux d'alphabétisation au Burkina Faso est de 34,5%, un taux qui est en deçà des attentes. Et pour ces acteurs du système éducatif, il faut agir vite et bien. C'est pourquoi, en plus du thème principal, ils vont mêler la réflexion sur comment faire de l'alphabétisation un facteur de développement des langues nationales. Nous sommes à un taux d'alphabétisation de 34,5%. Et si nous voulons atteindre un développement, il va falloir travailler à atteindre un taux d'au moins 40%. Et pour une certaine cohésion, il faut travailler à valoriser toutes les langues du Burkina Faso. Nous en avons 59. La commémoration de cette journée a aussi servi de cadre pour lancer les activités du programme d'alphabétisation et formation des adolescents, des jeunes et des adultes PAFAJA. Un programme qui ambitionne ouvrir 1000 CB9, inscrire 30 000 adolescents et 900 000 adultes, renforcer les compétences et les capacités des apprenants dans le domaine d'activité économique. Eux ont plutôt expérimenté l'école classique, en l'occurrence celle catholique Notre-Dame de la Paix de Garango. 75 bougies cette année et elle réaffirme sa mise au service de l'éducation. Un jubilé d'albâtre placé sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Konsoun Koulibaly et Tanga Kafondo. En 1943, l'abbé Théodore Gampinet avait l'âge de ce jeune garçon quand il entrait à l'école catholique Notre-Dame de la Paix de Garango A. Il est l'un des 86 premiers élèves il y a 75 ans. Un jubilé d'albâtre célébré aujourd'hui sous le thème 75 ans au service de l'éducation. Pour les responsables de l'établissement, en 75 ans, ce sont des milliers de cadres qui ont été formés, mais 75 ans, ce n'est qu'un départ. Je dirais que 75 ans, c'est l'âge où Dieu a dit à Abraham de quitter son pays et d'aller vers l'endroit où il va lui indiquer. Donc ça veut dire que 75 ans, c'est un départ. C'est un départ. Et donc pour nous, c'est un départ pour grandir. Le jubilé d'albâtre de l'école catholique Notre-Dame de la Paix de Garango A se tient sous le patronat du président de l'Assemblée nationale qui a magnifié les efforts de l'Église catholique pour une éducation de qualité au Burkina Faso.
Et c'est l'occasion pour nous également de lancer un appel, comme je l'ai dit dans mon mot, à toutes les autres communautés d'accompagner l'État par l'augmentation de l'offre éducative. L'Église catholique joue sa partition. Je crois qu'au niveau des protestants également aussi ça se fait. Et c'est l'occasion pour moi, en tant que fidèle musulman aussi, de demander à ma communauté de faire des efforts de sorte à accompagner l'État dans l'augmentation de cette offre éducative parce que l'État, lui seul, ne peut pas faire quelque chose de substantiel pour toutes les populations. Occasion de retrouvailles entre anciens camarades, anciens élèves et anciens maîtres, mais aussi des distinctions des anciens enseignants et élèves qui se sont donnés tout au long de leur carrière. Vraiment, vous voyez bien que je suis émue. Je suis très émue. Oui. La cérémonie a été précédée d'une messe d'action de grâce, une messe pour dire merci au Seigneur et lui encore confier l'avenir. Professeur à l'université de New York, le docteur Boukari Sawadogo a beaucoup travaillé sur les cinémas africains. Il partage les résultats de ses travaux de recherche dans 3 ouvrages qu'il a rendus publics le 29 novembre dernier à Ouagadougou. Les premières impressions, c'est avec Daouda Ouattara et Maïmouna Traoré. Enseignant-chercheur à l'université de New York, Dr Boukari Sawadogo a fait un constat. Le cinéma africain est peu enseigné dans les universités occidentales. Avec ces 3 ouvrages, il entend donner de la voix, de l'expression et une existence au cinéma africain dans le cadre des études cinématographiques mondiales. Le premier ouvrage, c'est essayer de lire l'évolution du cinéma africain à travers la représentation de la femme. Le deuxième ouvrage, qui est l'introduction aux études cinématographiques africaines, c'est un ouvrage, je voulais un manuel d'enseignement et d'apprentissage du cinéma africain pour les étudiants de première année et de deuxième année, mais aussi un outil pédagogique pour les enseignants. Le troisième, qui est tout simplement les médias d'écran en Afrique de l'Ouest, c'est pour un peu commencer la réflexion du cinéma africain, un peu vers le cinéma populaire, vers le cinéma en tant qu'économie. Pour favoriser la collaboration entre les praticiens et les théoriciens du cinéma en Afrique, il lance ici les ateliers du cinéma africain. Prévus pour se tenir chaque année dans un pays africain, ces ateliers connaîtront la participation d'experts américains. Et c'est ce qui referme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, Dieu voulant. Bonsoir.